Bonjour à tout le monde et encore une fois, bienvenue à l'épisode 8 du podcast Alt F4 qui, on vous le rappelle, est le podcast de musique de jeux vidéo québécois. Mais en fait, le podcast québécois de musique de jeux vidéo. Les deux, ça marche. Vive le français. Cette Des langue fois, très compliquée. C'est vrai. On a une couple de jeux québécois aussi dont on a parlé. Oui. C'est pas fini, certainement pas fini. On a encore une fois un épisode assez chargé pour vous. On parle d'un sujet qui est un petit peu plus peut-être niché qu'avant. C'est pas vraiment niché, mais c'est il va falloir expliquer c'est quoi. Donc, on a pour vous... je saute les étapes, mais bienvenue à aussi mon co-hôte et speedrunner Maxime. Eh oui, J'en perds mon ordre. Et je suis accompagné de mon co-hôte et pas speedrunner Antoine. Non, un slow runner, je dirais. J'ai le record de faire les jeux en le plus longtemps possible. Ouais, c'est correct. C'est bien mieux de même. Ouais. Je dis ça, puis c'est pas vrai, là, mais j'aimerais ça, j'imagine. De speedrunning? Non, de slow hockey. Ça. J'ai regardé un slow walk de Super Mario l'autre jour, il durait 2 semaines. Juste arriver tout le temps à la limite de 1 seconde. Hey, ça me ferait battriper. Ouais, à la limite de la time limit, là. Clairement, ça a déjà été fait. Ah, définitivement. Ouais. Là. Genre OK, prochaine chose à checker. L'épisode d'aujourd'hui, on fait un épisode, un spécial, mais on dit tout le temps spécial quelque chose, hein? Mais en fait, thématique de jeu des Metroidvania. Fait que sans doute plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de ce terme-là. Mais dis-moi donc, Max, qu'est-ce qu'un Metroidvania? Ce terme très large avec plusieurs définitions. Un Metroidvania, ça serait un sous-genre des jeux d'action-aventure qui se rapproche aussi des jeux de plateforme. Là. C'est souvent les deux ensemble on le reconnaît par une exploration non linéaire. Là. Donc, le jeu va quand même te guider, mais tu vas arriver à des places que tu pourras pas passer, par exemple. C'est un autre trait particulier des Metroidvania, c'est que il y a des items dans la progression du jeu qui vont bloquer certaines zones. Que va falloir aller chercher l'item, par exemple, je sais pas, un double jump, un grappling, un gros gun, là, des affaires de même, pour débloquer cette zone-là, pour pouvoir y retourner puis obtenir plus d'items, des points de vie, de l'attaque, des missiles, des choses comme ça. C'est souvent une carte qui est interconnectée. C'est une grande carte. Pour donner un exemple, c'est comme Metroidvania vient du doux mélange de Metroid et Castlevania. Le premier Metroid, c'est ça. Tu as une grande map, ce qui est vraiment étonnant pour la NES, là, que tu peux te déplacer dedans et revenir. Sinon, c'est souvent des side-scrollers, c'est-à-dire vu sur le côté. Ouais, 2 dimensions. Là, Pour le québéciser bien. Là. T'as vu sur le side. Ouais. Puis il y a eu L'OQLF va encore frapper à notre porte. Ah non! T'as aussi, des fois, il y en a en 3D, il y en a que c'est vu par en haut. Mais en général, c'est ça qui fait qu'on le reconnaît le plus facilement. Là, c'est le side-scroller. C'était ce petit côté-là. Même aujourd'hui, dans les plus modernes, c'est encore ça. Ceux les plus populaires, c'est pas mal encore ça. Fait que ça définit beaucoup. C'est très large comme définition parce que quand on faisait nos recherches, ça mettait DuckTales comme un Metroidvania. Oui, c'est vrai. Puis j'étais genre... Ouais. Fait que c'est parce que le concept de base du platformer de side-scroller, comme tu disais, c'est déjà une grosse partie de c'est quoi un Metroidvania. Puis fait que je pense que tu peux vraiment, c'est ça. Tu peux tout le temps exagérer un petit peu puis aller chercher celle-là, tu sais, je pense que celle-là. Puis comme aussi, c'est un terme qui a été inventé après. Il y a des jeux qui sont déclarés comme Metroidvania, entre guillemets, puis qui datent d'avant l'invention du terme Metroidvania. Exact, ouais. Bien sûr. Fait que c'est pas un truc... c'est comme les périodes d'histoire, là, sont pas nommées pendant que le monde est dedans. Ah non, il y a personne à la Renaissance qui a fait « J'ai un fucking bon nom pour cette époque-là. » La Renaissance. La préhistoire, t'es comme « Hey, les gars, l'histoire, c'est pas arrivé tout de suite. » Les gars, On est la préhistoire, n'est-ce pas? avec un langage parfait, un français idéal. Là. Hey, les gars, la préhistoire. C'est l'histoire, elle n'arrive pas encore. On est avant, on dessine ses murs.
Fait que, On parlait de singe qui lançait de la crotte. J'allais faire une joke de ça. Mais bon. ouais, On a eu un... Parce que, en tout cas, mise en contexte, avant qu'on enregistre, on préenregistre pour se réchauffer, entre guillemets, puis cette partie-là, vous l'entendrez jamais. Puis on est allé à des places bizarres. peut-être qu'on va faire un super haut tier Patreon, mais on ne sait pas. un haut tier Patreon. Je les ai toutes les intros encore. Oh mon Dieu, hey, là, il y aurait un bon best-of à faire. Un bon best-of tout dans... restant dans le politically correct. Oui. Ouais. On s'est arrangé. L'OQLF qui vient cogner à notre porte, c'est correct, mais peut-être pas la police quand même. Non, on veut pas ça. Non. Qu'on salue, hein, Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ben ouais. Fait que c'est pas mal ça, un Metroidvania. On se demande pourquoi nos épisodes ils durent tout le temps plus qu'une heure après ça. On est là à dire tout sauf de quoi il faut parler. On commence-tu, ça te tente-tu? T'as-tu d'autres choses que tu voulais dire avant? Non. Tu peux commencer avec mon premier extrait. Oui, je vais faire ça. Ok, attends, c'est encore une fois le bout. Le moment... J'ai pas pesé sur le dossier. Il faut que je trouve. Le moment que vous attendiez tous. Pidge et les ordinateurs. Au moins, ce qui me rassure un peu, c'est que maintenant, j'aime tellement ça laisser les extraits plus longtemps que c'est comme un peu moins grave. Ça me prend un petit peu trop. Ouais, je comprends. En tout cas, je vous mets ça. Nous entendions la pièce Full Moon du jeu Infernax qui a été développé par Berserk Studio et alerte Québec, ça vient du Québec. D'où au Québec, tu disais? De la ville de Québec, Doublement, dans le Québec. Doublement Québec. Il y a Québec au carré. Berserk Studio, que vous connaissez peut-être dans le passé, je veux dire pour les jeux qu'ils ont fait, visiblement. Mais c'est aussi, ils ont fait beaucoup de jeux sur Newgrounds dans le temps. Tous ceux et celles qui sont à peu près entre 30 et 40 ans, là, je dirais. Là. Ouais. Peut-être un peu moins encore. Moi, je suis allé jouer à beaucoup de jeux sur Newgrounds, puis je me rappelle de leur jeu, puis là, je me suis pris une petite note, mais Berserk Ball, qui est un genre de jeu que tu kicks un monstre ou quelqu'un vraiment loin avec un bat de baseball pour te rendre le plus loin possible. Le plus tu te rends loin, plus tu as de points, plus tu peux buffer ton bonhomme. Il y avait un style graphique vraiment particulier à Berserk Studio que j'adore. C'est vraiment, pour vrai, quand j'ai su que c'était Re-Event Infernax, j'étais genre, oh wow! Il a été aussi publié par The Arcade Crew, ça c'est en France. Sorti en 2022. J'ai marqué, j'aime ça en pitch, by the way. C'est multiplateforme, ça couvre tout le sujet des plateformes sur lesquelles c'est sorti. Parce que c'est sorti sur cette plateforme. Okay, c'est un jeu de 2022. Bien, la musique est par Jason Letourneau de Triptych Studio, qui est aussi basé à Québec, qui est dans le fond un truc qui font beaucoup de design sonore pour les jeux. Je crois qu'ils font aussi des films, pièces de théâtre, des trucs au musée aussi. C'est vraiment varié. Très intéressant. Ils ont beaucoup de projets. Je recommande d'aller voir leur site web. D'ailleurs, ils ont travaillé sur le sound design de Baldur's Gate 3. Des sons de spells et plein d'autres trucs. Il explique. Je suis allé sur LinkedIn pour la première fois en 10 ans checker des affaires. C'était là-dessus. Ça valait la peine. Aussi Kona 2. En fait, Jason Letourneau a aussi travaillé sur Kona 2. Il y a aussi, là vous m'excuserez, je veux dire Jules Conroy parce que j'assume que c'est ça. Et Olivier Couillard qui ont aussi travaillé sur la musique. D'ailleurs, Jason Letourneau a sorti un album de chiptune qui s'appelle New Powers en 2017, disponible sur son Bandcamp. Allez écouter ça. Donc, Infernax, pour l'histoire résumée, c'est tu joues Duke Alcedor et tu dois te battre dans 5 châteaux différents pour ultimement traverser la citadelle de Urzon parce que le maudit Necronomicon a encore foutu la merde dans un monde médiéval fantastique. C'était un Metroidvania, c'est pas une surprise. Ce sont tous des Metroidvania aujourd'hui. Dans le fond, c'est un side-scroller 2D, style old school.
malgré le fait que c'est sorti il y a comme quelques années, c'est vraiment un fidèle au vieux Castlevania 2 Simon's Quest, qui était d'ailleurs l'inspiration des créateurs du jeu. Sinon, il y a des aspects très intéressants qui rajoutent à un style qui est comme très vieux, là. Des fins multiples, l'impact des décisions que tu fais dans les villages, parce que c'est des villages où tu peux aller acheter des trucs, les conversations que tu as avec les gens, les quêtes que tu fais vont toutes modifier la fin du jeu. C'est encore un système de upgrade. Et 2 joueurs, j'aimerais spécifier à tous les fans de couch co-op. Il y a une possibilité de jouer à 2. Lève mon chapeau. Moi, j'aime ça quand les gens font ça. Donc, originalement, le jeu était un jeu Flash qui était influencé, comme je dis, par Simon's Quest et Zelda 2. C'est une OST qui est très rétro, comme vous pouvez entendre. Là. Ce n'est que du chiptune. Et puis, je te coupe, ça me fait penser, mais Zelda 2, quand on y pense, c'est un petit peu un Metroidvania dans certains aspects du jeu. C'est vrai, c'est un side-scroller. C'est un side-scroller pour les... Pas tout le temps, t'as le world map et tout, mais c'est un side-scroller que t'as besoin de pogner d'unlocker des items pour retourner à des zones puis débloquer des nouvelles choses. Puis, t'as raison. On oublie tout le temps Zelda 2. Ça. Oui. Le plus dur des Zelda. C'est vrai. Parce qu'en plus, c'est rare que les gens y ont joué aussi. Parce que les gens ont joué à Zelda 1, puis là, c'est arrivé au 2, puis en fait, c'est pas le même jeu, puis là, ils ont quand même choqué. Là. En tout cas, je m'égare. Mais c'est correct. Tu fais bien de me le dire, de me rappeler que Zelda 2, c'est un side-scroller. J'avais oublié. On a mentionné, d'ailleurs, pour l'inspiration de la soundtrack, le band Merciful Fate, avec d'ailleurs son chanteur King Diamond. Moi, je connais beaucoup, parce que c'est un des précurseurs dans la première vague de black metal. Ah ouais, donc, ouais. Puis d'ailleurs, c'est ça, une vibe que je trouve qui est comme très métal dans certaines tunes. Puis particulièrement, là c'est peut-être plus niché, très doom metal. Puis le doom metal, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des riffs qui sont plus lourds, avec un lead qui est vraiment lent. Genre, certains morceaux, là, j'ai noté The Explorer puis The Sewers. Ça me fait vraiment penser à du vieux doom des années 90. Là. Okay. Donc, ici... dans un Ask Me Anything sur Reddit, ça j'étais vraiment content qu'il y ait ça. Berserk Studio en a fait un quand ils ont sorti leur jeu. Le compositeur a mentionné la bande sonore de Contra 4 et... a mentionné Jake Kaufman qui a fait la bande sonore de Contra 4 et DuckTales Remastered, ce fameux Metroidvania, comme on a mentionné. Norin Rad et Schnabubula. Non, je n'ai pas mal parlé comme d'habitude. C'est bien le nom d'un autre... C'est 2 artistes de chiptune, les 2 dernières personnes. C'était des inspirations pour d'ailleurs la bande sonore de tout le jeu. Sinon, mention spéciale aux pièces Prepare the Worst et Cliffhanger, qui étaient 2 autres de mes préférés. Je recommande, allez jeter un coup d'œil. Boîte québécoise, jeu intéressant. Je répète, couch co-op. Ça vaut la peine. Puis, je suis en train de me dire, si jamais je le vois sur la Switch pas cher maintenant, ça peut être dans nos jeux. Ben oui, ça peut être dans nos jeux. Écoutez, je vous recommande. Vraiment une bonne bande sonore. Puis, comme je disais, c'est juste du chiptune. Ça se fait plutôt rare maintenant. C'est ça qui est drôle, je trouve. Mettons cette tune-là, j'ai pas écouté toute la soundtrack, mais mettons cette tune-là, c'est du chiptune, mais j'ai l'impression que ça pourrait être du métal bien facile. Oui, c'est du métal en chiptune, là, tu sais. Il y a plein de tunes que je suis genre, si ça c'était une git, puis la bass c'est tout le temps la bass, puis le white noise c'était du drum. On dirait des fois, puis peut-être que c'est farfetch que je vais dire, là, puis que je vais chercher un peu trop dans ma logique. Il y a des bouts de white noise qui ressemblent à du blast beat, qui est comme vraiment un truc iconique du black metal. Ben oui. Que j'écoutais, j'étais genre... Hey, pour vrai, là, ça slam, là, c'est vraiment bon. Là, tu mets une grosse guitare, puis il y a un gars qui gueule fort dessus, puis j'écouterais... tu sais, juste ça, j'écoute ça, mais j'écouterais ça si c'était aussi un band qui le faisait. Ben oui, je comprends. Donc, c'est ça pour Infernax. Ben, c'est très cool. Moi, je connaissais pas du tout ça. Puis même Berserk Studio, tu sais, je me suis tenu sur Newgrounds. On le sait, on s'est connus à cette époque-là. Puis, ben franchement, je pensais pas qu'il y avait des... je réalisais pas, évidemment, quand j'étais kid, je pense plus à ça, là. Des boîtes Keb qui ont fait plein de jeux Flash. C'était quand même toute une époque, là, les jeux Flash à cette époque-là. Ben, il y a beaucoup de boîtes de jeux que leur tremplin, ça a été de jeux Flash à des jeux actuels. Là,
Puis je veux pas divulgacher ce que je vais parler avec Hollow Knight, mais c'est un autre exemple. Oui. C'en est un autre qui est... Tu sais, il y a beaucoup de, mettons, Meat Boy. Super Meat Boy. Ben, c'est le même créateur que Binding of Isaac, ça. Ah, oui, Binding c'est of vrai. Isaac, c'en est un autre, qui est un jeu Flash C'est Newgrounds au T'as début. raison. Puis genre, la version Flash existe encore. Ouais. C'est la Ben, version que j'avais jouée la première fois, moi. Sans doute. Puis Ouais. là, ben, c'est encore à ce jour maintenant c'est updaté et patché. Là. Ça fait que là, Ouais. c'est comme une version vraiment, vraiment différente. Mais tu vois un peu dans l'esthétique l'ancien côté Flash, même s'il n'est plus là. Tu sais. Mhm. Tu comprends un peu. En tout cas, c'est tout un univers. Allez voir ça. Fait que, donc, je vais continuer. T'avais Ouais. fini? Bah oui, vas-y. Ben, parfait. Je vais mettre mon extrait comme d'habitude et en parler tout de suite après. Vous êtes en train d'écouter la pièce qui s'appelle, en fait, c'est la pièce du tableau Promenade of the Condemned du jeu Dead Cells, jeu de 2018, qui est tenez-vous bien, un Metroidvania. C'est un jeu de la compagnie Motion Twin et Evil Empire. Motion Twin, qui est une compagnie française. En fait, je pense que ça a été créé par Motion Twin, qui est publié par Evil Empire, si je ne me trompe pas. Puis, oui, je pense que c'est ça. ouais, me semble, c'est ça. En tout cas, deux compositeurs, donc il y a Johan Lolon et Thomas Chastagnol, qui sont sans doute des Français. Hein? Un peu plus français. On ne peut plus français. Autant Jason Letourneau, ça sonne keb. Ah ouais, quand même, hein? Ça fait que, le jeu, vite, je parle un petit peu du lore, qui est quand même intéressant pour un Metroidvania. C'est souvent pas des jeux, pas autant que les jeux de combat comme on parlait la dernière fois, mais c'est pas des jeux pour lesquels on s'attarde nécessairement beaucoup sur la musique. T'sais. Sur la musique, sur l'histoire. Le storyline. Je suis mélangé. Là. Fait que, donc, l'histoire, oui, donc, c'est on incarne le prisonnier, qui appelle c'est The Prisoner, là. Fait que c'est le prisonnier, qui est une créature amorphe, donc, dans le sens où elle n'a pas vraiment de forme, là, comme genre de créature un petit peu floue, qui possède les corps. Donc, ton bonhomme, dans le fond, il possède un cadavre. Puis, quand tu meurs, pis ça, c'est quelque chose qui me plaît souvent des roguelikes, c'est que l'histoire du jeu explique pourquoi tu refais tout le temps des runs. On avait parlé du mode de FTL, de Multiverse. Il y avait Rogue Legacy, c'est ça aussi. Ouais. Bon, des choses comme ça. Moi, je trouve ça tout le temps intéressant. Ça me plaît quand même de faire fitter ça. Puis, en gros, donc le personnage, évidemment, est immortel, mais pas les corps qu'il possède. Et quand il meurt, il doit retourner au premier endroit du jeu pour posséder un autre corps, tu sais. C'est ce qui explique. Puis, donc, c'est ça. Le prisonnier est amnésique. Donc, souvent, tu sais, à l'image du joueur, il se rappelle pas. À l'image du joueur, il est amnésique. Il est amnésique, ouais. Mais à l'image du joueur, il ne connaît pas l'histoire. Il ne connaît pas d'où il vient. En fait, c'est comme le bon vieux truc de. Comme dans les films, quand le personnage principal est amnésique, puis tu découvres ce qui se passe le personnage. en même temps que lui, ouais. puis c'est ça. Puis ce qu'on comprend, c'est que on est sur une île sur laquelle habitait un royaume et il y a une étrange maladie qui s'appelle le malaise qui a tout transformé les habitants de l'île en monstres. Puis là, ben, t'es un prisonnier, tu sais, fait que à la base, t'étais ça, fait qu'évidemment, tu t'explores les différents endroits de l'île. Puis tu finis par apprendre un petit peu ce qui se passe, tu sais, là, j'en dirai pas plus. Ouais. Donc, c'est pour ça, c'est ça pour ça. Au niveau de la musique,
moi, ce que je trouvais intéressant, puis c'est drôle quand on analyse des jeux qui sont pas reliés par la musique, comme, mettons, les jeux de combat et ces choses-là. Parce que les Metroidvania, t'as vraiment une grande diversité de styles, je trouve. Ça peut être assez contemplatif, ça peut être très upbeat, ça peut être bien différent. Puis dans Dead Cells, je trouve ce qui revient beaucoup dans peu importe la tune, peu importe la track, c'est que il y a l'instrumentation, il y a souvent la mélodie qui est faite, que vous l'entendez, mettons, soit une petite flûte, un instrument à cordes frotté, c'est assez, mettons, la mélodie qui est aiguë va souvent faire des thèmes qui sont lents. Puis je dis des thèmes, mais en fait, il y a peu de thèmes. Souvent, c'est une ambiance, hein. C'est pas quelque chose qui est très chantant, t'sais. Fait que là, donc l'instrument qui est aigu fait justement des genres de petits... de petites lignes mélodiques, somme toute assez simples, pas trop rapides. Puis au début de la pièce, tu te souviens bien, ça commence comme ça, puis la percussion se rajoute par-dessus. Puis c'est ça qui va dynamiser la pièce. C'est vraiment une percussion vraiment rapide, beaucoup de contretemps, beaucoup de ça sonne combat. Parce que Dead Cells, il faut le rappeler, moi, dans les Metroidvania que j'ai joué, c'est probablement le plus rushant. Ça se passe très vite, c'est très difficile parce que c'est toujours... Tu passes le jeu puis ça devient plus difficile. Là, c'est très rapide, puis des fois, tu clignes des yeux, t'étais plein de vie puis t'es mort. Là, c'est vrai, tout peut se passer très vite. Puis je pense qu'il y a aussi un facteur temps. Si tu finis un tableau assez vite, t'as des bonus. T'as des bonus. Ouais, c'est pas, tu peux prendre le temps que tu veux, mais si tu le fais dans un certain temps, souvent t'as des petits bonus. Puis bon. Fait que ça te pousse en plus. Fait que c'est vraiment ça. Tu commences, puis c'est genre des petits pads d'accords assez relax. Puis là, le beat embarque. Puis aussi, dans ce qui revient souvent, c'est entre autres une espèce de je vais la repartir tant qu'elle est arrêtée. J'ai pas trouvé une version de 15 minutes, malheureusement. Il n'y en a pas tout le temps, des versions de 30 minutes de la tune des Tortues Ninja. Fait que, donc ça commence avec des notes, c'est même pas des accords, au début. C'est une petite percussion légère. Des petites notes très ambiance. C'est ça aussi souvent. Hein, c'est encore une fois des design sonores, le vent, les petits oiseaux. Puis ce tableau-là, je pense en plus, t'es très haut dans le... tu peux aller vraiment dans les souterrains. Ah oui, c'est vrai, celui-là, tu peux aller dans les souterrains aussi. Mais c'est pas... Il y en a qui se passent sur, mettons, le top des remparts. Puis tout, celui-là, le nom. Là, ça drop. Puis là, OK, là, tu comprends. Puis il y a toujours un instrument, c'est l'instrument à cordes, on va dire guitare. Là. Ouais, c'est très parce que là, on entend bien que la mélodie, c'est la même, il n'y a rien qui a changé. C'est pas elle est juste dynamisée parce que la percussion joue un tempo plus rapide. C'est ça. Ça reste encore la même ligne mélodique en haut. Ça, je veux dire, par là, c'est très peu chantant. Mais en tout cas, bon, évidemment, ça varie d'un tableau à l'autre. Il y en a qui suivent un peu ça, il y en a qui sont un peu différents. Mais c'est un pattern qui se crée pas mal. Puis je pense que c'est ce qui ponctue beaucoup le gameplay. Que justement, tu sautes, tu un monstre, là, tu t'es pogné, tout ça passe très rapidement dans ta tête aussi. Faut choisir quel item qui est meilleur que l'autre. Oh non, une bombe, il y a un archer qui tire dessus, le mur explose. Il me reste 15 secondes si je veux avoir mon bonus. Tu peux slow walker, c'est correct. Là. Fait que, en tout cas, c'est pas mal ça pour le style je trouve, de musique pour lequel ils ont opté pour Dead Cells. C'est pas quelque chose... J'hésitais à parler de ça au début parce que, comme on disait, c'est pas ce que j'appelle, mettons, un banger. T'sais. Parce que, finalement, même si c'est super upbeat et dynamique, ça reste de la musique qui va être plus ambiance. C'est pas c'est difficile à décrire, là, mais c'est pas comme d'autres jeux où tu as besoin de l'immersion, où tu as besoin d'un leitmotiv. Tu n'as pas vraiment ça. Là, t'sais. Mais... je pense que c'est important de réaliser aussi que une bonne bande sonore dans un jeu n'a pas nécessairement besoin d'être over the top. Ben non, c'est ça. Parce que, on parlait de musique de film souvent, on compare souvent la musique de film. L'important, c'est l'ambiance qui vient avec la musique dans le jeu que tu joues. Exact. Si on met des tunes style jeu de combat dans, je sais pas, un petit jeu de puzzle tranquille comme Wizard...
Même si, même si Tim Follin il virait fou, là, mais Ouais, tu comprends ce que je veux dire. Là, Ben oui, ben mettons, t'as un jeu de puzzle, mais la tune est super dynamique. Versus, puis donner un autre exemple dans le même style. Là. Mettons que tu joues. T'as-tu déjà joué au jeu de Super Nintendo t'es comme Toad, puis faut que tu mettes des bombes, puis c'est un jeu de puzzle, là, mais c'est comme Tetris, puis ça descend. Okay. Et là, la musique est plus dynamique parce qu'il y a une limite quand t'arrives en haut, ben tu perds comme dans Tetris. Okay, Fait que les tunes sont plus dynamiques, tu sais. Ça en particulier, non. Par contre, j'ai joué, ça fait penser à Kirby's Avalanche. Oui. Oui. Super Nintendo qui est exactement ça, le Tetris de Kirby, mettons. Puis quand t'es sur le bord de mourir, la musique devient plus stressante. Tu sais, Donc, ça beat en général. Là, donc t'as pas, tu sais, comme dans ce cas-là, puis dans mon prochain exemple aussi, c'en est un bon, ça va vraiment avec l'ambiance du jeu aussi. Ouais. Puis Oui. Puis effectivement, c'est bien correct que ce soit pas genre des bangers avec un thème super compliqué qui rajoute, qui vient rechercher le leitmotiv du personnage principal au moment de. C'est pas grave, là, ça va. Je trouve que c'est intéressant de travailler avec des leitmotifs et des trucs comme ça, mais c'est pas tout le temps nécessaire. Ouais. Fait que bref, pour ça, ils ont fait une belle job. Ouais, oui. Évidemment, puis sinon, on en parlerait probablement pas. Exactement. Ben, c'était pas mal ça pour Dead Cells. On peut y aller avec le prochain extrait. Certainement. Je vais le chercher dans ma très, très longue liste. Ça, c'est de ma faute. Mais non, dis pas ça. On écoutait City of Tears du jeu Hollow Knight, qui est probablement dans... Ah, ça fait plus longtemps que Infernax est sorti. J'allais dire dans les derniers gros Metroidvania qui étaient sortis, mais c'est un mensonge. Qui a été publié et développé par Team Cherry, une équipe australienne, en 2017. La musique est par Christopher Larkin, qui a aussi signé la bande sonore de Tohu, et qui évidemment est le compositeur principal de la suite de Hollow Knight que tout le monde attend qu'il sorte, mais qui sort pas encore. En tout cas, grosse affaire sur Internet, les gens ont vraiment hâte à la suite. Et Hollow Knight, c'est un Metroidvania. Je pensais qu'on n'allait pas le dire, mais je pense qu'on va le dire à chaque fois. Où tu contrôles un personnage qui s'appelle The Knight, tout simplement. Puis on est dans le royaume de Hallownest, qui était un très puissant royaume qui a été infecté par une maladie qui enlève littéralement la libre pensée des gens, que les gens deviennent hollow, d'où le nom. J'imagine, ça c'est ma théorie. Donc le personnage doit progresser au travers de toute cette très grande ville-là. Là. C'est une seule map, comme on expliquait au début. Puis donc plusieurs zones différentes qui ont toutes leurs particularités. Donc, en fait, l'affaire que je cherchais, que je trouvais qui était importante, et si je me trompe pas, la personne qui fait la voix dans la chanson, c'est Amelia Jones, juste parce qu'elle a une belle voix d'ange. Oui. Donc, le visuel du jeu, je voulais parler un peu aussi. Le visuel de ce jeu-là est vraiment magnifique. Là. C'est comme... Comme je disais, c'était aussi un jeu de Newgrounds. À la base, étonnamment, ce jeu-là a eu 1 étoile sur 5 sur Newgrounds. Puis finalement, ils ont décidé de le refaire. Dans le temps, ça s'appelait pas Hollow Knight, ça avait un autre nom. Ça s'appelait, attends un peu, je l'ai écrit très mal, pour Hungry Knight. Ah. Très différent. Ben écoute, les mœurs changent aussi avec le temps. Là. Des fois, il y a des vieux jeux qui
Ouais. Ouais, le monde n'était peut-être pas prêt pour ça. Non, les gens n'étaient pas. Non, c'est ça. Puis, donc, c'est ça. Dans le fond, on progresse au travers du jeu. Comme on a dit, c'est un Metroidvania, c'est toutes les mêmes gimmicks. On débloque des items. Les monstres dans le jeu, mais les monstres, les trucs qu'on tue dans le jeu, ils nous donnent ressources avec lesquelles on peut améliorer notre personnage. Tout l'univers vraiment magnifique. Là. C'est comme vraiment comme un conte, si on veut, d'une certaine façon, comment c'est dessiné et que la trame narrative se fait. Aussi, la musique splendide. Sinon, une utilisation beaucoup de... C'est un gros, comme je disais à Pitch plus tôt, la bande sonore de ce jeu-là, c'est un crash course sur les leitmotifs. On en parle vraiment souvent, on vient juste d'en parler, et on va en reparler, évidemment. Dans une entrevue sur YouTube, Christopher Larkin le dit carrément. L'instrument principal, comme là on entend, c'est le piano. Puis lui, il veut que le piano dans les pièces soit comme le narrateur de l'histoire. Fait que dans la majorité des pièces, on entend du piano. À chaque fois qu'il y a des cutscenes, là, donc des cinématiques, c'est des pièces principalement de piano aussi. Il veut utiliser l'instrument comme un leitmotiv, mais encore plus, j'ai été fouillé un peu plus loin. Une chaîne YouTube que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle 8-Bit Music Theory. Il dit que de très très bonne chaîne, qui a beaucoup de bons stocks. Ça lui permet, au travers du leitmotiv, d'utiliser juste de la narration dans la musique. Donc, par exemple, le thème du menu qui joue au début. Tu sais, un thème de menu, là, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Le thème d'un menu de jeu, c'est comme vraiment important. Là. Genre, je faisais la blague dans l'épisode 1 à propos de Diablo 1, que la musique thème, tu t'en fous, tu la skippes. Là. Mais le premier morceau que tu vas entendre, c'est tout le temps vraiment crucial. Puis les notes qui sont jouées dans la pièce du main menu est reprise plein de fois, puis d'une manière tellement subtile que ton oreille va le reconnaître, mais il va tout le temps être utilisé sous des formes différentes. Parce que le but d'un leitmotiv, comme il explique dans la vidéo, c'est que ce soit A, simple, puis B, reconnaissable. Oui. Parce que si t'en fais un super compliqué, puis que tu le switches d'une façon loufoque... Un thème qui dure 1 minute, là, t'es comme... Ah oui, c'est le personnage, là, qui... C'est le marchand de cette ville, Reynolds. Un personnage full pas important dans l'histoire. Son leitmotiv, il dure 1 heure. Ouais, c'est ça, le père de la fille qui s'est fait kidnapper par les gobelins dans la première game de Dunge que tu joues, là. C'est sa toune, je l'aime. Donc, on l'entend aussi dans la cinématique d'intro ensuite sous une autre forme. Puis, je ferai pas le tour de toutes les fois qu'on l'entend. Je recommande la vidéo qui va être dans notre playlist habituelle. On l'entend dans le thème du Broken Vessel, qui est aussi un des boss, qui est changé en... C'est comme... Je sais pas si c'est lui le marching theme, mais il y en a un des boss, on entend le leitmotiv, mais au lieu de s'en servir comme main droite, comme thème, comme lead, si on veut... Il fait comme une espèce de tune de marche militaire avec. Okay. On entend de la main gauche qui fait des accords par-dessus, puis le thème joue un peu plus sous-jacent. Mais on l'entend bien. Il y aurait des liens à faire avec l'histoire que je rentrerai pas dans les détails. Là. Le wiki de Hollow Knight, c'est un rabbit hole incroyable. Les théories sur ce jeu-là, il y en a des millions. Là. C'est un autre exemple aussi que je voulais vous donner, c'est... l'introduction qu'on fait quand il parle du Pale King, un des personnages du jeu, que lui aussi a une pièce pour lui, qui revient par exemple quand on entend le thème de la White Lady, qui est comme, je pense que c'est sa femme, là, avant que tout le schisme arrive entre... parce que le Pale King, je pense qu'il se fait corrupt. J'ai joué 1h30 à Hollow Knight, j'ai adoré mon expérience, mais tu sais, c'est comme le classique... t'as acheté des jeux dans la Steam Sale, t'as trippé, puis ça s'est ramassé dans une liste de downloads incroyable. Ouais, puis il faut dire aussi que autant on a apprécié plein, on n'est pas les plus gros joueurs de platformers non plus. Non, c'est ça. C'est sûr. C'est un très bon jeu. Je n'en enlève rien. C'est juste qu'évidemment que souvent, on en parlait en plus avant le podcast, qu'on n'a pas joué à tout ce qu'on raconte. Non, mais non. Sinon, on jouerait à des jeux 42 heures par semaine. Ouais. Ou on les ouvrirait pendant 1h30, mais tous les jeux dont on parle. Donc, dans le thème de la White Lady, c'est la même mélodie pour montrer la connexion entre les deux personnages. Pour démontrer aussi que les leitmotifs veulent faire partie de la narration du jeu par la musique aussi.
Puis finalement, le White Palace, qui est encore en lien avec le Pearl King. C'est une version orchestrale du thème de ce personnage-là. J'ai fini mon segment en marquant Rabbit Hole en gros. Je recommande les 2 vidéos que je peux vous citer le titre. Leitmotiv in Hollow Knight Soundtrack et Storytelling Through Music in Hollow Knight. Allez écouter ça sur 8-Bit Music Theory, ça va être dans la playlist. Moi, j'ai adoré, j'ai écouté de A à Z. Là. Pas un classique, là, ça devient un peu trop long, t'en skip 30 secondes, oui. T'as perdu le fil, tu vas écouter d'autres choses. Tu vas écouter 8 heures de brain rot sur Instagram après. Mais oui, puis tu sais, Hollow Knight, comme je dis, j'ai peu joué, mais je recommande vivement à tous les fans de Metroidvania. C'est aussi soundtrack excellente si vous voulez pas jouer, juste la petite musique relax. Là. L'atmosphère du jeu est aussi vraiment... Tout Ouais. est tout, Mais tout c'est est ça, le c'est fun, que tout... Tu sais, comme vu que l'histoire, c'est que les gens sont comme genre corrupted, viennent des carapaces, puis ils ont plus vraiment d'âme, tu sais, comme... Tout est tellement genre eerie, là, genre... j'ai oublié le terme pour sinistre. ça. Sinistre. Non, ouais, ça fit, c'est correct. Mais tu sais, c'est vraiment... Tout est vraiment off. Comme tu te promènes un bout qui était dans une genre de... C'était pas sinistre, c'était pas pour sinistre, ominous. c'était pas ominous. ouais, Attends, je suis rappelle sûr, je pas. l'ai noté. Étrange. Ok. C'est ça, je l'ai noté, là. J'aime bien qu'on dit comme pour des mots. Oui. Puis le premier stage, c'est comme tu es dans un genre de jardin. Là, parce que quand tu tombes, tu t'en vas dans le puits. Parce qu'ils ont comme fait un genre de camp de réfugiés à la surface. Parce que je pense, c'est des insectes, là, les personnages. Là. Ok. Donc, ça vit sous la terre. Ouais, Là, quand ouais. tu te drops dans le puits, le premier niveau, c'est comme un genre de jardin style forêt-ish. Puis, tu sais, comme tout est super off, puis tu sais, comme les monstres, c'est comme tous des résidus de ce qui était, là, genre. Hey, c'est de la misère à vraiment expliquer ce que je veux dire, mais c'est parce que c'est vraiment un beau jeu. Même si c'est juste pour regarder un let's play, je recommande vivement. C'est comme- un nouveau. tout est l'ombre de ce qu'il était, mettons, Exactement. là, tu sais, Ouais. Donc, c'est ça pour Hollow Knight. Ben super, ça nous donne bien le goût d'y jouer. Puis je fais des jokes, mais ça aussi, c'est un jeu que j'ai. Puis, tu sais, en checkant, ça m'arrive souvent en parlant d'un jeu, puis tout, je regarde un peu, puis je suis comme, crime, j'ai pas joué à ça. Ça me tente quand même. Là, ça me donne une raison de plus pour le faire. J'espère que ça le fait pour vous aussi. Ben oui, j'espère que ça vous le fait aussi. Je vais continuer avec un jeu qui est un petit peu pour moi sur pas le même pied d'égalité, mais dans le même style de Metroidvania. Que, ouais, ça commence à être niché pas mal. Là, que Hollow Knight. Je vous mets cette musique. C'est-tu l'épisode de nuit, coudon? Ah, c'est épisode ASMR Ben oui, numéro c'est 2. Quel épisode, là? On est en train d'écouter une pièce, la pièce qui... attends, je me suis pas pris le nom de la pièce. La pièce The Ancestral Trees de Ori and the Blind Forest. Ce jeu est un Metroidvania. C'est un jeu qui date de 2015, qui a été créé par la compagnie Moon Studios et publié par Microsoft, d'ailleurs. Le compositeur de la musique est Gareth Coker. Et c'est un jeu qui... bon, évidemment, c'est un Metroidvania, mais qui suit pas mal les tu sais, quand tu parlais là, de... C'est un platformer en 2 dimensions, où il faut que tu débloques des objets pour pouvoir retourner à des endroits. Vraiment, là, ça fait 100% dans la description de ce qui est le Mais ça, je pense que c'est ça la définition. Genre, t'as un jeu qui a une progression qui est bloquée par des items qui vont te faire débloquer d'autres trucs. Tu vois, ça, c'est 2015. Fait, je sais pas c'est quoi qu'ils se sont dit, les créateurs du jeu, en faisant le jeu, mais j'ai l'impression qu'ils auraient pu se dire «
hey, on fait-tu un Metroidvania? Ouais. Tu sais, genre, puis comme, ah ouais, c'est cool, puis là, qu'on se autour de ça. Bon, Moi, je pense qu'ils ont dit on va faire un beau jeu. on va faire c'est beau. Puis c'est vrai que c'est un très beau jeu. C'est un jeu qui. Je me suis noté ici, c'est dans la liste que j'ai, c'est lui qui est le plus près d'un puzzle aussi. Tu as beaucoup des casse-têtes, là, tu sais, qu'il faut que tu ouvres telle porte, puis tu sais pas comment, puis il faut que tu aies activé une affaire, puis bon. Il y a ça. Souvent dans les platformers, il y a un peu ça. Mais par exemple, Dead Cells, c'est bien moins ça. Dead Cells, c'est plus péter du monde puis être super bon avec ta manette. T'sais. Fait que, ouais. L'histoire du jeu, je vais en parler un peu parce que c'est probablement lui que je trouve que l'histoire la plus intéressante, ou du moins l'atmosphère la plus intéressante, tout comme Hollow Knight. Ouais, ces deux-là, c'est pas mal sûr que le storyline. Exactement. Donc, en gros, t'incarnes Ori, qui est un esprit gardien qui est tombé du Spirit Tree lors d'une grande tempête. Et puis, il est adopté par Naru, une genre de créature, qui sont les deux sur la pochette du jeu, dans le fond, là, sur la couverture du jeu. Puis là, il y a un événement cataclysmique qui fait que la forêt dans laquelle ils sont, a aussi le Spirit Tree de Nibel. Je pense que c'est la forêt de Nibel qu'elle s'appelle. La forêt meurt. Et puis, donc, la créature, Naru, la créature qui a adopté Ori, meurt de faim. Fait que ça commence comme ça. C'est super triste. C'est triste. Ouais. Puis, Ori continue. Finalement, il continue à essayer de survivre tout seul. Puis là, je pense, perd connaissance. Et se ramasse, je pense, que le Spirit Tree, genre, il perd connaissance à côté. Le Spirit Tree le ramène à la vie, ou en tout cas. Puis, il va rencontrer Sen, qui est un genre d'orbe, qui, en fait, c'est juste le tutoriel, là, le navi de ce jeu-là. Là. Le tutoriel, il dit comment faire tes affaires, mais il fait aussi tes habiletés dans le jeu, de genre, je tirais une boule de feu, puis ces choses-là. Comment excuse-moi, je te coupe, mais comment tu filerais si, genre, demain, quelqu'un cogne à ta porte en complet, puis t'a dit ouais, salut Pidge, c'est parce tu sais pas, mais t'es le tutoriel de telle affaire. Faudrait vraiment que tu y ailles. Ok, moi, je suis le tutoriel. Genre, tutoriel. Imagine, t'as le tutoriel, mais t'as manqué ton call, genre, pis là, ton réveil a pas sonné, pis t'es comme, j'étais supposé faire le tutoriel. Non, il y a juste un gars avec une sword qui fixe le vide sur Ontario, pis qui attend, genre, la police est déjà là. Ouais, non, mais c'est parce que mon tutoriel s'en vient, là, genre. Hey, ce serait bad, ouais. C'est intéressant, ce serait un bon jeu. Ouais. On dirait un film poche d'Adam Sandler. Un peu. Le tutoriel. Le tutoriel, puis c'est lui, genre, les deux mains sur le bord de la joue, surpris, qui regarde le vide, là. Donc, c'est ça, l'événement cataclysmique. Bon, l'orbe qui est comme le tutoriel, bon, qui l'envoie quester pour restaurer la forêt et les éléments. D'ailleurs, c'est drôle, je disais les trois éléments qui balancent la forêt de Nibel, ils disent Waters, Winds and Warmth. Okay. Fait que probablement juste comme trouver trois mots qui commencent par W en anglais. Moi, mon guess, c'était genre bière, cigarette et dormir. Oui, c'est ça. Ça, c'est les trois éléments qui balancent. La pyramide de Maslow, là. Qui balance la forêt d'Hochelag. Aïe. OK, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas mal ça pour le lore. Je vais parler un petit peu de la musique. Je vais parler de la musique avant. Ça, c'est l'extrait de G qui est le plus près de la musique de film. On en parle tout le temps. On a commencé à comprendre un petit peu notre gimmick. Puis, ça vient vraiment... Ça, c'est extrêmement imagé, encore une fois, on se répète. Puis, dans ce qu'ils utilisent dans les procédés, là, dans les techniques d'écriture pour ça, ce qui revient beaucoup, là, j'ai choisi une pièce, mais la plupart sont dans ce mood-là. T'en as un petit peu plus beat pour les scènes plus d'action. Là. Il y en a quand même, c'est un Metroidvania. Ouais, exact. Il y en a, tu te bats avec des monstres et tout. C'est pas juste 3 heures de puzzle. Là. C'est pas juste 3 heures de puzzle, mais c'est pas bourré de monstres non plus. Non, ouais, c'est fait pour être. C'est comme des jeux cozy. Là, oui, genre, oui. Comme... Moi, j'ai eu une vibe un petit peu, mais avec plus de combat, mais un peu comme Limbo. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Platformer avec une esthétique particulière et vraiment une atmosphère que t'as le goût de jouer dans le noir, là, tu sais. Ouais. Puis pas parce que ça fait peur, juste parce que c'est le fun. C'est plus beau comme ça, là, tu sais. C'est ça. Je me suis écrit, donc, c'est une écriture très orchestrale, très atmosphérique, très introspectif. Des mots qu'on utilise souvent aussi. Puis, comment ils font ça? Ben,
Je vais le On va remettre le en remettre? arrière. Tu Ben vas, oui. tu me surprends à chaque fois. J'ai pas trouvé de version de 15 minutes. Je sais, ça existe pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça fait que... attends, je vais peut-être même monter un brin, là, sûrement. Je m'excuse, j'arrête pas de te déconcentrer. Mais non. Mais c'est parce que aussi que je me dis que des fois, j'aime ça, justement, parler un peu par-dessus. Ouais. Pour dire, cette chose-là, c'est le fun. Puis, bon, je vais aussi faire l'autre, je pense au montage, que ça va sûrement pas être assez fort. Là. En tout cas, c'est pas grave. Fait que le piano a tout le temps une partie importante, un peu comme dans Hollow Knight. Exact, C'est pas ouais. sans rappeler la soundtrack de Hollow Knight. Qui fait pas mal le thème. T'as des petits arpèges en arrière. Puis t'as l'ensemble de cordes, un petit peu d'instruments avant. Puis l'ensemble de cordes, là, si on écoute, ça fait vraiment c'est des vagues. Là. Ça fait ça gonfle et ça dégonfle. Là. C'est vraiment un effet orchestral de film. Ça monte. Ça donne les cordes frottées, ça donne un gros effet de légèreté Oui. dans la musique. Ben, puis surtout jouer comme ça, tu sais, Ouais. parce que ils ont beau être 50 à jouer ça, ben, tu sais, c'est très, très, très fin comme C'est jeu. délicat, C'est ouais. délicat, tu sais, puis c'est ce qu'il va chercher. Ça reste, c'est un Metroidvania, je vous le rappelle, au cas où je ne l'avais pas dit. C'est pas Dead Cells, là, tu sais. Non. C'est pour ça que tantôt, quand je disais ça, je pensais, entre autres, à Ori and the Blind Forest. Et puis c'est ça, le gameplay est très le gameplay est très orchestral. Non, le gameplay est très Metroidvania, comme je vous disais, c'est vraiment un platformer en 2 dimensions où tu as quand même des puzzles, tu as aussi des monstres, tu gagnes des cells, des genres de points d'expérience en tuant des monstres pour pouvoir débarrer des nouveaux talents et accéder à des nouvelles zones et bon. Ces choses-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui, c'est ça. Ça m'amène à un point dont je voulais parler. Que c'est un jeu qui a été acclamé dans le contexte de jeux vidéo en tant que forme d'art. Puis ça, ben, on n'en parle pas beaucoup de ça. On pense c'est le 7e art, le cinéma. Ouais. Puis bon, le cinéma est quand même pas mal plus vieux que le jeu vidéo. Le jeu vidéo est encore très jeune dans l'histoire, dans notre histoire. Là, Ouais, bon, quand même. Puis on le sait tous qu'il y a plein de jeux, c'est un chef-d'œuvre absolu. Puis on a dit ça sur plein de jeux quand on en a parlé, tu sais. Je pense que ce jeu-là se l'est aussi. Puis ça peut être, tu sais, c'est pas parce que c'est de l'entertainment que ça peut pas être de l'art. On se le rappelle justement comme beaucoup de formes d'art, là, en fait, qui sont, tu sais. Puis là, ce qui est le fun avec les jeux vidéo, c'est que ça joue avec un paquet d'éléments d'expression. Il peut avoir, bon, évidemment, la musique, les interactions, il peut avoir les visuels, il peut avoir aujourd'hui, le acting aussi. Ah oui, on parlait de Baldur's Gate. On parlait de juste avant Baldur's Gate, tu sais, il peut avoir, bon, le design, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans qui peuvent être considérées comme de l'art. Et bien sûr, comme n'importe quel art, ça se fait critiquer et juger de toutes sortes de façons. Ça peut être vraiment poche. Tu peux refuser d'appeler ça de l'art tellement c'est poche. Ouais, non, c'est Est-ce que ça fait que c'est pas de l'art? Je ne sais pas, mais c'est ça. C'est très Mais il y a plein. Ça, c'est un des jeux que tu vois et tu es comme, oui, wow, ok. Tu sais, c'est dans tous les éléments que je vois, dans le design de jeu, dans storytelling, la musique, le storytelling, l'esthétique, tout ça, c'est ça. Fait que, puis là, je pense que je vais arrêter là-dessus parce que peut-être qu'on va en reparler, ça va peut-être être le sujet d'un épisode futur. Foreshadowing. Qui sait? Qui sait? C'est ça. Là, j'ai oublié d'aller chercher tout ça. Ok, on peut y aller avec mon prochain extrait. Ouais. À moins que excuse-moi, je t'ai carrément coupé l'herbe sous le pied. Non, j'avais bel et bien fini. Je suis juste en train de m'assurer de c'est quoi la prochaine tune. Mais je l'ai. Ça commence par K. Ok, je l'ai.
c'est une boucle! Ah. Elle peut jouer à l'infini! Hey, une boucle qui dure à peu près 45 secondes, c'est parfait. Le temps idéal. Et on écoutait une pièce de Metroid au Nintendo classique. Kraid's Lair, qui commence par K. Oui. Qui a été développé par Nintendo R&D 1 et Intelligent Systems et publié par Nintendo en 1986. J'étais pas né, t'étais pas né. Non. Mais c'est un des premiers jeux de Nintendo que moi j'ai joué, si loin je puisse me rappeler. Là. Donc, veux-tu l'histoire? Oui. Ben, c'était pas le choix, je vais la dire. Ben oui. Juste l'histoire est vraiment un peu kitsch, mais j'aime ce côté-là des jeux de NES là, du vieux temps. Là. En l'an 20X5, les pirates de l'espace attaquent la Fédération Galactique et volent des échantillons de créatures Metroid, d'où le nom du jeu. La Fédération Galactique décide d'engager un chasseur de primes ou une chasseur de primes. Et c'est là que Samus Aran entre en jeu pour aller récupérer et détruire les échantillons de Metroid. L'habileté de ces créatures-là, c'est de sucer la vie. Pas c'est de là les petites boules qui grimpaient sur la tête et qui croquaient. Puis Samus Aran, c'est une fille! Oui. Quel âge aviez-vous quand vous aviez appris que Samus était une femme? Parce que ça m'a pris un temps, là, comme tout le monde, j'imagine. Moi, je me rappelle que mon cousin, il avait un code au NES pour avoir un autre skin pour jouer, qu'elle avait pas son armure. Ok, comme le zéro saut. Elle était en zéro saut de Samus, là, mais c'est comme des pixels très basiques. Puis on savait pas si c'était un gars aux cheveux longs ou une fille. Mais on a dit, dans ce temps-là, on a assumé que c'était une fille. Même sans armure, c'était pas facile. C'est de la NES, là. Oui. On s'entend. Mais je pense je sais pas si elle a toute fin, parce que je sais que dans Super Metroid, à la fin, tu la vois sans son armure ou sans son casque du moins. Puis je me rappelle pas au NES dans les crédits si on voit ça. Probablement, mais il le mentionne plusieurs fois dans l'histoire, mais j'étais trop jeune pour lire l'anglais. Là. Donc, la musique est composée par Hirokazu Tanaka, que vous connaissez aussi sous le nom de Chip Tanaka. Il est de retour. Je suis content qu'il revienne. C'est son premier comeback. Qui a composé, comme vous le savez, à cause de notre épisode où on en a parlé, la musique de Tetris, la musique de Earthbound aussi, que j'ai découvert, et plus encore. Chip Tanaka était très, 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 très prolifique dans le milieu de la musique chiptune, comme vous le savez. Je ne referai pas le tour de son pedigree, on le sait déjà. Donc, c'est une série la série Metroid qui est fortement inspirée par les films Alien. Là. Donc, les créateurs du jeu l'ont dit. Là, c'est comme ils ont sûrement vu Alien, mais ont fait on fait un jeu. On fait un jeu pareil. C'est la même affaire. L'espace. Dans un article de Dread XP, il parle de comme la bande sonore, le sentiment que la bande sonore veut emmener. C'est vraiment un sentiment de crainte, de terreur. Je parlais d'étrangeté tantôt. Là. Encore une fois. Une atmosphère qui est étrange. On remarquera aussi, il y a une grosse utilisation de sons stridents / aigus. Les leads dans la majorité des tunes de Metroid sont très aigus. Parce que ça donne un gros sentiment de comme je suis pas bien. Ça gosse à l'oreille, ça titille. Un petit peu agressant, là. Exactement. Puis dans une entrevue, en fait, il quote une entrevue dans l'entrevue que je disais. Dans une entrevue qu'il a faite pour Gamma Sutra. C'est vrai? Oui, c'est game, mais tu comprends. Oui. À base du fameux livre de sexe Kama Sutra. Il disait qu'il voulait aller à l'envers du trend des musiques à l'époque, qu'il voulait être très upbeat, Mario Bros, pop, joyeuse. Qui lui voulait aller à l'envers de tout ça. De mon exemple, c'est pourquoi je dis que notre liste de musique est un peu plus longue ce soir. Je vais vous donner, on va écouter la pièce Brainstar brièvement. Là, on peut la mettre vraiment pas longtemps. Brainstar, c'est au début du jeu. C'est une des premières pièces qu'on entend à part le menu principal. Très upbeat, très joyeux. Je vais parler par-dessus, je vous préviens, si vous aimez pas ça, on va parler. On va s'arranger au montage, ça fasse de quoi. Parfait. Donc très upbeat, genre joyeux, joyeux entre guillemets. Donc on va pas, il y a pas de... Quand on parle beaucoup de progression d'accords, on reste dans la même gamme tout le temps. Donc, c'est ça. Puis après ça, on entend justement la pièce que j'ai mis, le Kraid's Lair. C'est une des pièces qu'on entend quelques niveaux plus tard. Vous avez compris que ça devient un peu plus étrange, un peu plus terrifiant, genre inquiétant, l'ambiance. Puis, pour l'avant-dernier exemple que j'ai, on peut mettre Mother Brain Battle Team
pour vous montrer à quel point la musique devient vraiment wackos, là. C'est pas mal juste ça. Ouais. C'est le loop de 10 secondes tout le temps. 6, je pense. C'est 6 secondes. Donc, l'effet qu'on voulait emmener dans la bande sonore du jeu, c'est vraiment que plus tu descends loin vers le Mother Brain, moins... Tu sais, on a une trame narrative dans ce qui se passe. Ouais. Plus c'est inquiétant, plus c'est terrifiant ce qui se passe, plus les monstres sont forts, même si t'as des missiles qui gèlent le monde, c'est pas grave. Les monstres sont... On veut tout le temps te donner l'impression que t'es pas le chasseur de primes là-bas. Là. T'es comme... Tu veux être la proie des prédateurs qui sont les monstres, les métroïdes qui traînent là-bas. Donc, puis je vais aussi parler de la pièce Escape que j'avais envoyée aussi. Escape, j'aimerais ça, si vous pouvez vous attarder, je parlerai pas, vous attarder sur la progression d'accords. Parce que là, on veut passer de... Là, c'est la fin du jeu, fait qu'on veut passer de ambiance, t'es pas bien, puis aller vers tu te sauves, puis tu vas peut-être gagner si t'es assez vite. Donc, tu peux y aller un petit peu... Je faisais des faces à Antoine en même temps. J'irai pas dans le côté vraiment technique de la progression d'accords. Je pense que ça sert à rien. Surtout qu'on n'a pas notre petit keyboard encore. Bientôt. Donc, c'est une pièce qui est en Do majeur. Puis ça fait... Même si vous n'êtes pas féru de musique, vous comprenez qu'au début, ça sonne pas comme un Do majeur. Là. Ça sonne un peu off parce que ça va descendre d'un demi-ton puis remonter. Puis, dans le fond, à un moment donné, il y a une progression qu'on parle beaucoup de la progression 1-4-5. On a mentionné dans d'autres épisodes que c'est une progression qui, à l'oreille, sonne bien parce que si tu parles de 4 vers 5, tu vas de moment inquiet à moment joyeux parce que tu passes de la carte qui est comme un Do et un Fa à une quinte qui est un Do et un Sol, par exemple. Ouais. Donc, un Do, la quinte, c'est la progression parfaite, ça sonne super bien, c'est à votre oreille, c'est wow. Là. Donc, à partir d'un écart qui est un peu plus... Comment je pourrais dire ça? Inquiétant. Genre. Parce qu'on est tellement proche de la quinte, mais on n'est pas dessus. Ouais, mais souvent, souvent dans des contextes de... En tout cas, là, je veux pas hijacker tout ce que tu dis. Là. Non, tu peux hijacker tout ce que je dis, c'est correct. Je veux que tu le fasses. Parce que, mettons, je reviens à ce que tu disais sur plus tu t'approches du Mother Brain, puis plus tu es inconfortable, la musique se fait ressentir de ça. En gros, c'est que ça on s'éloigne du système tonal de musique qu'on connaît tous, consciemment ou non. C'est-à-dire le 1-4-5-1. Ou 1-2-5-1 ou des variantes de ça. Surtout à cause de la musique pop. Genre, oui. Des patterns qui reviennent vraiment souvent. En musique pop, mais même en musique classique, il y a beaucoup ça revient souvent à ça. C'est vraiment un système tonal. Là, puis, ce qui est drôle avec ça, c'est que finalement, tu peux, dans la musique tonale, le but, c'est d'utiliser la tension pour donner une direction au discours tonal. Là, j'ai de la misère un peu, là, j'essaie de le vulgariser. J'essaie de le vulgariser en même temps. Comme je dis, je suis allé vraiment de surface parce que c'est... Mais oui, c'est ça. Puis là, je veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus non plus, mais donc, dans les pièces, mettons, la tune de Brinstar, ça reste assez tonal, somme toute. C'est un langage que l'oreille... On reconnaît tous, qu'on connaisse la musique ou non, on se sent assez à l'aise là-dedans. D'ailleurs, cette tune-là rappelle un peu le thème de Brinstar. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis, sauf que plus on s'approche, disons, du cerveau, plus on s'approche de la fin, ben là, c'est de moins en moins tonal. Plus souvent des demi-tons, des tritons même. Des tritons! Des choses qui nous rendent inconfortables. Qui sont comme, mais c'est pas un langage qui est supposé avoir, ça. Parce que le cerveau se crée une progression dans sa tête de qu'est-ce qui peut arriver dans la prochaine note. Même si t'es pas bon en musique, même si t'écoutes pas tant de musique, ton cerveau va quand même faire une prévision de ce qui s'en vient. Fait que quand tu t'en vas justement vers le triton, la carte, les affaires de même, ton cerveau, il est off, puis toi, ça te met
un inconfort, entre guillemets. Ouais. Là, genre, t'as pas le goût de puker, là, mais t'es comme Ah, t'es comme, mais c'est pas supposé aller là, c'est pas supposé faire ça. Tantôt, on a parlé de la pièce de Ori. C'est un autre exemple. Parce que tout commence en majeur, puis après ça, ça monte à la quinte, ça va à la carte, quelque chose Ben, du c'est genre. parce que il y a comme le 1 c'est Alerte nerd. Ouais, c'est un mineur 4 majeur dont on a déjà parlé dans un épisode précédent, qui se fait au début. Puis là, ben, ça le fait une fois, puis là, ça retourne au 1, puis là, tu t'attends à ce qu'il le refasse, mais là, il va ailleurs. Ouais, Puis là, c'est t'es ça, comme, c'est l'attente. Ah, je pensais pas. Puis c'est souvent ça, en gros, tu sais, beaucoup du langage tonal comme ça qui est basé sur un moment de détente, qui est le 1, un moment de pré-tension, qui va être le 4, entre guillemets, et le moment de tension, qui va être le 5. Fait que les tunes se finissent pas par un moment de tension, d'habitude. Ouais. Ça peut, là, bien sûr, mais toutes ces trois affaires-là sont pas mal ce sur quoi elles sont basées. Puis après ça, tu peux rajouter plein de variantes, puis substituer, puis blablabla. Là. Je regarde les chiffres, en tout cas les chiffres, comme c'est chiffré la progression d'accords. Ouais. Puis je regarde ce que j'ai écrit, puis même moi, c'est comme 5, 4, 2, 1, 6, 4, 11 mineurs, 36, 44, 8. Ah, c'est fun ça. Juste faire une petite parenthèse sur ce sujet-là. Si jamais c'est des choses qui vous intéressent, segway. Je sais qu'il nous reste une pièce encore à parler. Si jamais c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez toujours nous contacter pour nous dire j'en veux plus. J'aime ça quand Pidge explique des choses compliquées. J'aime ça quand Max les explique mal puis que Pidge leur prend. J'aime ça ne rien comprendre. J'aime ça rien comprendre pendant 1 heure. Comme nous. Vous pouvez nous rejoindre et je vais faire ça très vite sur notre Facebook, sur notre Instagram ou notre Patreon ou notre adresse courriel altf4podcastqc@gmail.com. Oui. Puis tout se retrouve sur notre Linktree aussi qui est Linktree/altf4 podcast QC. Donc j'ai fini. J'ai fini avec mon extrait. Oui. Ben oui, à tous les fois, c'est la même affaire. Hein? On est comme, on a-tu assez pour faire 1 heure? Puis là, 1h15, on est genre, oh shit. Ok, je vais continuer avec mon dernier extrait, que je vais faire ça probablement assez rapidement. Un petit loop de 30 secondes. Ouais, j'aime ça les loops, c'est rapide. Oui, vous aurez sans doute reconnu la pièce Vampire Killer de Castlevania, le premier Castlevania de toute la série. On a déjà parlé de cette série-là. Évidemment, vous aurez remarqué, hein, Metroid et Castlevania. On s'est dit qu'il fallait bien parler quand même des jeux qui ont fait le nom de ce style de jeu-là aujourd'hui. Tantôt, t'as dit Castleroid. Castleroid au lieu de Metroidvania. On dirait une grave maladie, là. C'est ça. Ouais, monsieur, monsieur, vous avez un Castleroid. Je suis désolé. On va aller vous chercher de la petite crème. C'est ça. Il va falloir que vous ayez ces antibiotiques sous prescription. Fait que Castlevania, le premier, donc celui qu'on écoute, c'est un jeu de 1986 à la base, qui était pour Game Boy et arcade seulement. Ah ouais? Ouais, il a été le port pour le NES a été adapté 2 ans plus tard, en 88. Pour le Game Boy en premier? Oui. Ah, c'est bizarre. Ça, c'est la version NES que j'ai d'ailleurs, de la toune, parce que la version de Game Boy, le chipset de la Game Boy, je le trouve plus dur ses oreilles que celui de la NES. Là. Les chipsets de consoles portables sont tous terribles. C'est ça, je parlais de Game Boy Advance plus tôt dans la journée à Pidge, c'est à chier. Là, c'est quand même terrible aussi, ouais. Mais en tout cas, fait que, Game Boy Arcade, c'est un jeu de la compagnie Konami. Et puis là, pour cet opus du jeu, il y a 2 compositeurs. Il y a Kinoyo Yamashita et Satoe Terashima. Et Satoe Terashima, je pense que c'est ça, j'écris très mal. Hein.
Mais c'est elle, en fait, qui a composé cette pièce-là qu'on écoute. C'est pas mal moitié-moitié, toutes les pièces du jeu, là, pour les deux compositeurs. Ce qui est quand même drôle, parce que souvent, quand il n'y a plus d'un compositeur, c'est des gens qui travaillent ensemble pour composer quelque chose. Eux, non. Ils ont vraiment fait comme, OK, je vais faire telle tune. La tune 100%. On pouvait pas se parler. Puis Satoru Terashima, qui est quand même aussi une femme compositrice, il y en a moins. Ben, à cette époque-là. À cette époque-là, encore plus, dans les années 80. Ça fait que, puis, moi, comme je disais tantôt, avant qu'on enregistre, les tunes que c'est elle qui a écrit dans le jeu, je trouve que c'est le plus les bangers. Ouais, c'est elle qui slap. Ouais. Fait que, c'est ça, je vais faire ça assez vite. On a déjà parlé de Castlevania quand même. Ben, c'est un classique platformer qui puis, tu sais, c'est pas vraiment un Metroidvania. C'est un Castlevania. Les premiers, c'en est pas. Mais là, excuse-moi, je suis juste arrivé comme un chien dans un jeu de quilles. T'allais-tu en parler? Parce que je peux en parler. Non, vas-y. C'est qu'à partir des jeux, je pense, au PlayStation, c'est l'est devenu. Parce que c'est devenu progression dans une map et compagnie. Mais c'est vrai que les premiers, c'était pas ça. Puis tu sais, l'histoire que tu disais de la map avec Metroid, ben ça, c'est le côté Metroid. Parce que Castlevania avait pas ça. C'était plus des tableaux. C'était des genres de mondes dans lesquels il y avait 3 tableaux par monde. Puis t'avais, je sais pas, 6 mondes. Une affaire de même. Puis c'est ça. T'avais pas tout à fait l'autre côté. Bon. Par contre, t'avais plein d'autres choses. C'était un classique platformer. Ceux qui connaissent pas l'histoire, faut aller tuer Dracula. C'est pas mal ça. Faut aller fouetter Dracula. Faut aller fouetter Dracula. Ouais. C'est vrai, fouetter Dracula, hein. C'était dans notre... Comeback. Oui. Notre comeback. Parlant de back, c'est si je me suis pris une petite note en me disant, si un compositeur de musique baroque avait, ou du moins, mettons, de la musique classique, là, mais de l'époque baroque, là, avait fait une soundtrack de jeux vidéo, il aurait probablement choisi Castlevania. Ben, définitivement. Ouais. Puis, c'est un jeu qui est, évidemment, c'est un thème très gothique, là. Je pense que même Simon Belmont avait même pas de nom à l'époque, dans le premier. Je pense que c'était juste le Vampire Killer. OK, ouais. Me semble, j'ai pas vu que... Il s'appelait pas encore Simon? Oui, il s'appelait Vampire, nom de famille Killer. Puis là, il était comme... Monsieur Killer, on a reçu un chèque pour vous. Là, il était tanné de ça. C'est arrêté par la police. C'est pas un nom, ouais, ça. C'est ça. Donnez-moi vos papiers, c'est pas des vrais papiers. Je vous le jure, je m'appelle Vampire Killer. C'est ça. Alors, on a le cas, le cas Tremblay contre Killer. Puis là, tout le monde, le jury est comme, ça part mal pour Killer. Ça part mal pour Killer. Ça part mal pour Killer. On en dit des affaires, hein. Fait que, c'est ça, c'est un thème très gothique, en général. Le boss de la fin est Dracula. Les boss sont d'ailleurs pas mal tous des classiques de vieux films d'horreur. Oui. T'as le Grim Reaper, t'as la créature de Frankenstein, ces choses-là. La musique représente ça, encore une fois. C'est une musique, j'ai mis en parenthèse, gothique, lire baroque / classique, qu'on attribue beaucoup au style gothique d'aujourd'hui, là. Puis c'est ça, Bach aurait fait un fou soundtrack, ça je l'ai déjà dit. Puis je vais juste finir en disant que Castlevania c'est tellement rendu un classique, il y a beaucoup d'opus aujourd'hui. Il y en a encore le dernier, je sais pas il date de quand, mais pas si longtemps que ça, je pense. Écoute, Operator. Ben ouais, on va en profiter. Mais c'est un platformer qui a pas mal forgé ce qui aujourd'hui et le monde des platformers et évidemment des Metroidvania. Puis c'est ça. Oui, aussi les weapons, toutes les armes, c'est des armes très... je me suis noté ça parce que je trouvais ça drôle. Il y a beaucoup d'armes contre les vampires. Fait que par exemple, tu peux... t'as les bouteilles d'eau bénite que tu peux pitcher puis ça brûle, ça tue les monstres. T'as des boomerangs, mais en fait, c'est des croix dans le fond que tu pitches puis qui reviennent à toi. Comme un boomerang. Le dernier est sorti en 2024, c'est Haunted Castle Revisited. Mais il y a aussi la série là, qui a donné un kick. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une série de Castlevania. Ça, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Ouais. J'ai jamais écouté ça. Je sais qu'il y en a eu une, puis j'ai jamais écouté. Ils en ont sorti vraiment beaucoup, mais de 2015 à 2023, il n'y en a pas eu. Le dernier qui est sorti, c'est vraiment 2024. OK. Donc, plutôt récent, n'est-ce pas? Puis c'est un remake du jeu de 87. OK. Donc, le deuxième, j'imagine? Ouais, merci, monde du jeu vidéo, nous sortir des jeux qu'on connaît déjà. Oui, exact.
En tout cas, ben, c'est Si parce que, bien sûr, c'est parce qu'ils savent que ça peut marcher, fait qu'ils Ça le font. me fâche, je suis Ben ouais. fâché. Panapapa. OK. Oui. OK. Ben, c'était pas mal ça pour Castlevania, mais là, c'est pas mal la fin de nos extraits. Ouais. Puis je vais continuer, en fait, parce que c'est pour ça que je vais faire ça vite, pour pouvoir parler un petit peu de pourquoi on a fait un spécial Castlevania. Exactement. C'est que, à Montréal, en tant qu'amateur de musique et de jeux vidéo, on a quand même la chance d'avoir l'OJV, qui est l'orchestre de jeux vidéo, qui est un orchestre qui se concentre sur la musique des bandes sonores de jeux vidéo. C'est un orchestre qui n'est pas... C'est pas l'OSM, là, c'est ce qu'ils appellent semi-professionnel. Donc, il y a des gens à niveau professionnel, tu as des très bons musiciens qui sont amateurs, mais des très bons musiciens. Tu as un petit peu de tout comme ça. Là, Puis, ils ont leur concert le 29 mars prochain à la salle Claude Champagne, donc la salle de la faculté de musique de l'Université de Montréal, qui est le spécial Metroidvania. Je suis allé regarder les titres. Il y a une couple d'affaires dont on a parlé à soir, qui peut-être pas les mêmes tunes, mais... Non, c'est ça. Il y a des jeux qu'on a parlé ce soir qui vont être là. Oui, c'est ça. Ben, souvent, c'est des incontournables dans le exact, style. C'est pour ça qu'on en parle aussi. Souvent, c'est parce que, surprise, la musique est bonne, donc on en parle. Et puis, c'est ça. Je vais lire juste, je suis allé sur... on leur fait un shout-out, pourquoi pas, hein? Oui, c'est important je pense que c'est important d'encourager justement des projets de ce genre-là qui sortent du canvas de la musique, pas de la musique de jeu, mais de la musique pour un jeu, mais comme tous les projets comme connexes à ça, là, donc des orchestres qui reprennent de la musique de jeux vidéo, ça nous touche droit au cœur. Ben oui. Puis, écoute... c'est quand même... j'ai fait partie de le jouer. Je l'oublie des fois, hein, de 2008. Il me semble que c'est ça, 2011, on en parlait. Le tubiste original. Le OG tubiste. À cette heure, les tubistes qui ont en ce moment, je te garantis, sont bien meilleurs que moi. Bien meilleurs que je l'étais même à ce moment-là. J'étais très jeune. Je vais juste vous lire vite, donc, l'OJV, comment il se présente. Comme son nom l'indique, l'OJV se consacre à la musique tirée de bandes sonores de jeux vidéo. Ce concept unique au Québec lui permet non seulement d'offrir un environnement musical de premier choix à ses musiciens, mais aussi de rendre la musique orchestrale, qui est un milieu relativement fermé, accessible à tous et à toutes. Ce qui n'est pas faux, effectivement, la musique orchestrale, musique classique, ça peut être très très fermé comme milieu quand on n'en fait pas partie, c'est pas nécessairement accessible. Et puis des initiatives comme ça le permet de l'être un petit peu plus par l'entremise de musique de jeux vidéo, qui est quelque chose qui intéresse bien plus que seulement les amateurs de musique classique. Même si c'est des gens qui ne s'intéressent pas à l'univers du jeu vidéo, mais la musique de jeux vidéo, c'est super. Elle s'intéresse à vous. Elle s'intéresse à vous. Oh, elle s'intéresse à vous. Puis, aussi, nous autres, on va être au concert. Fait que ouais. si vous voulez triper dans la même pièce que nous autres, qu'il y a à peu près 1000 personnes comme place, puis sûrement qu'on se croisera pas, mais on va être là. Vous pouvez. T'as regardé tantôt, il reste des billets. Il reste pas full euro, mais il en reste. Il reste encore des billets. Puis aussi, gens de la ville de Québec, parce qu'il y a aussi une représentation dans la ville de Québec. C'est vrai. J'ai pas noté la place puis la date, mais c'est en avril. C'était en avril. C'est ça que j'allais dire. J'ai pas noté la place puis la date, mais je sais que c'est en avril. Disponible sur leur site web. Tous les liens vont être dans les liens qu'on met. Comme donc dans le d'habitude. Linktree sur notre Facebook et compagnie. Parce que pour nous, on n'est pas sponsorisé. Là. C'est vraiment de notre grand cœur. Ça nous fait plaisir. On les aime beaucoup. On fait ça parce qu'il y a des projets comme ça. On veut que ça continue. Puis si, justement, je reprends le segue de tantôt. Là. Si vous en connaissez des projets comme ceux-là qui font des genres de trucs comme ça, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est tout le temps intéressés à en savoir plus. Si vous avez des projets comme ça. Si vous avez des projets, si vous faites du chiptune, des affaires de même, si vous êtes comme le band qui fait les tunes de Mario Kart dans des bars pendant que les gens jouent à Mario Kart, toutes ces affaires-là, vous pouvez nous les envoyer. Ça va nous faire plaisir d'écouter ça. Et je pense qu'on a... C'est pas mal ce qui conclut notre épisode. J'ai même arrêté le timer. On n'a plus besoin de se juger parce qu'on était rendu à 4h06. Non, c'est ça. C'est tout le temps un petit peu plus long que ce qu'on pense. Donc, écoute, Pitch, ça fait un plaisir comme d'habitude. Oui. Je voulais aussi en profiter pour être dans les remerciements et l'amour. Puis c'est vraiment comme...
juste parce que j'y pense en ce moment. J'aimerais aussi remercier les gens qui nous ont envoyé déjà des commentaires, qui me disent des commentaires aussi à propos du podcast. Nous autres, on apprécie ça, on s'en sert pour s'améliorer. Toujours constructif. Devenir encore pire. Oui, je shout-out à ma mère qui a finalement écouté un épisode, notre épisode de nuit, pendant la nuit. Je ne sais pas si elle va écouter celui-là. Si oui, je la salue. Et je la remercie pour son... dire que c'est vrai que des fois, on parle beaucoup. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Ouais, des fois, on pourrait mettre plus de tunes. On pourrait mettre 1 heure de tunes. Puis parler 15 minutes, genre. Non, même pas. Juste pas parler. Juste pas parler, là. Faire une voix de radio, là, faire « Maintenant, on va écouter un extrait de Super Mario Kart. Koopa Troopa Beach. » La tune qui parle. Exact, ben oui. Ouais, Ben, c'est toujours aussi un plaisir d'être avec toi, Antoine. Pareillement. On va se revoir dans un autre podcast. C'est le fameux bout où la pièce va fade in pour la fin. Oui. Puis que nous, on l'entend pas en ce moment, mais... on sait qu'on va l'entendre si on s'éternise pas. On l'entend dans vos cœurs, puis vous, dans vos oreilles. Ah. Fait qu'on se revoit au 9e épisode la prochaine fois. Et on se voit à l'épisode 9. Portez-vous bien. Au revoir.